Aider les autres et faire face à la déception est un chemin commun. Parfois, nous rencontrons des gens qui nous voient comme une source inépuisable de soutien, mais qui offrent rarement quoi que ce soit en retour, nous laissant déçus et épuisés émotionnellement. Ces personnes manipulent et attirent le drame et la négativité, nous gardant piégés dans leur orbite. Le stoïcisme nous enseigne que dire non à ces personnes n'est pas un rejet hostile, mais une légitime défense émotionnelle. Fixer des limites claires protège notre intégrité et notre énergie pour des relations valorisées. Reconnaître l'importance de notre temps et de notre énergie est essentiel pour une vie épanouie. Il est crucial de comprendre que nous ne pouvons pas changer quelqu'un s'il n'est pas disposé à le faire. Peu importe l'amour et le soutien que nous offrons, si l'autre personne n'est pas ouverte au changement, nos efforts seront vains. Cette leçon, bien que difficile, est vitale pour notre santé mentale et émotionnelle. Épicure a enseigné que nos réactions, et non les événements, façonnent nos émotions. Nous pouvons choisir d'être remplis de ressentiment ou d'adopter une perspective stoïque, trouvant la paix intérieure au milieu de la tempête. Votre générosité est rare et précieuse. Ne laissez pas les déceptions vous décourager. Utilisez-les pour grandir. Rejoignez-nous pour explorer comment identifier les personnes toxiques et fixer des limites saines qui protègent notre intégrité émotionnelle. La dernière partie de cette vidéo est peut-être la plus transformatrice. Commençons. Personne numéro 1. Les gens qui vivent dans de fausses réalités. Dans notre société moderne, de nombreuses personnes vivent dans de fausses réalités, créant des récits qui déforment la vérité et les empêchent d'affronter la réalité. Certains s'accrochent à des illusions de grandeur sans fondement dans la réalité. D'autres nient les vérités inconfortables sur eux-mêmes ou sur leur environnement. Et certains se tournent vers des fantasmes pour échapper à leurs problèmes. Créer ces fausses réalités peut être une forme d'autoprotection, en évitant les situations difficiles ou douloureuses. Cependant, du point de vue stoïcien, cette attitude perpétue la souffrance et l'insatisfaction. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'affronter honnêtement la réalité, de l'accepter telle qu'elle est, et de cultiver un lien profond avec la vérité, aussi difficile soit-elle. Pour les stoïciens, vivre dans une fausse réalité, c'est comme construire une maison sur des sables mouvants. Elle peut paraître solide, mais elle est vouée à s'effondrer face à la vérité. Au lieu de construire des châteaux en l'air, nous devons construire nos vies sur des bases d'honnêteté et d'authenticité. Accepter la réalité telle qu'elle est peut être difficile, surtout lorsqu'elle implique de se confronter à des vérités douloureuses. Cependant, les stoïciens nous rappellent que ce n'est qu'en affrontant sincèrement la réalité que nous pouvons la transformer. Rejeter le déni et les fantasmes ouvre la porte à une croissance personnelle authentique et durable. Le stoïcisme propose des outils tels que la pleine attention ou la pleine conscience, qui nous aident à être présents, à observer nos expériences et à les accepter sans juger. Il est également essentiel de développer un jugement adéquat pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux, en évaluant objectivement la réalité et en prenant des décisions éclairées. Personne numéro 2, les opportunistes. Au cours du voyage de la vie, nous rencontrons des personnes authentiques et opportunistes. Les opportunistes cherchent à profiter de la générosité des autres pour leur propre bénéfice, en utilisant des stratégies allant de la flatterie excessive à la manipulation émotionnelle. D'un point de vue stoïcien, il est crucial de faire la distinction entre une véritable amitié et une relation manipulatrice. La véritable amitié est basée sur le respect mutuel et le soutien réciproque, tandis que la manipulation exploite les sentiments et la bonne volonté des autres. Les stoïciens nous apprennent à observer les actions et les attitudes pour discerner entre ces deux dynamiques. Établir des limites claires est essentiel pour se protéger des opportunistes.
Les stoïciens nous encouragent à défendre nos limites personnelles en disant non lorsque cela est nécessaire, même si cela signifie décevoir les autres. Cet acte d'autodéfense et de respect de soi nous permet de rester fermes dans nos valeurs et principes. Les opportunistes peuvent apparaître dans tous les domaines de notre vie, amis, famille, collègues ou inconnus. Il est important d'être attentif aux signes de manipulation, tels que la flatterie excessive, le manque de réciprocité et la pression émotionnelle. Pour nous protéger, nous devons cultiver une attitude de discernement et d'authenticité. Faire confiance à notre intuition et à nos capacités nous aide à évaluer les situations et les personnes, à éviter de tomber dans les pièges de la manipulation et à préserver notre intégrité émotionnelle. Même si les opportunistes peuvent être difficiles, ils nous enseignent également l'importance de fixer des limites claires et de protéger notre bien-être. Les affronter avec sérénité et détermination transforme les défis en opportunités de croissance personnelle. Personne numéro 3, l'égocentrique. Dans nos interactions avec les autres, nous rencontrons souvent des personnes qui croient que le monde tourne autour d'elles. Ces individus égocentriques valorisent avant tout leurs propres besoins et voient l'aide des autres comme des outils pour satisfaire leurs désirs, sans tenir compte des besoins ou des limites des autres. D'un point de vue stoïcien, affronter les égocentriques nécessite une approche claire et ferme. Il est crucial de fixer des limites claires et de rester ferme, même lorsqu'ils tentent de nous manipuler ou de nous faire pression. Le stoïcisme nous apprend à accepter ceux qui échappent à notre contrôle. Nous ne pouvons pas changer leur façon d'être, mais nous pouvons contrôler notre réponse, protégeant ainsi notre santé mentale et émotionnelle. Le stoïcisme favorise une attitude de détachement envers les situations et les personnes indépendantes de notre volonté. Cela ne signifie pas être insensible, mais plutôt reconnaître que notre bonheur ne dépend pas de l'approbation des égocentriques. Rester fidèle à nos valeurs nous aide à résister à leur influence toxique et à préserver notre paix intérieure. Un autre outil important est l'empathie et la compassion. Bien que difficile, le stoïcisme nous rappelle que nous sommes tous imparfaits et confrontés à nos propres luttes. Traiter les égocentriques avec compassion protège notre paix intérieure et nous permet d'adopter une attitude plus compréhensive. En fin de compte, faire face à l'égocentrisme d'un point de vue stoïque implique de trouver un équilibre entre prendre soin des autres et prendre soin de soi. Aider ceux qui en ont besoin est important, tout comme fixer des limites pour protéger notre bien-être. De cette façon, nous pouvons rester fidèles à nos principes et vivre de manière authentique et significative. Personne numéro 4, ceux qui ne reconnaissent pas leurs défauts. Dans la vie, nous trouvons des gens qui ne reconnaissent pas leurs défauts et leurs erreurs, évitant la responsabilité et l'autocritique, préférant rejeter la faute sur les autres ou sur les circonstances. D'un point de vue stoïcien, ce comportement contredit les principes de prise de responsabilité et de pratique de l'humilité et de l'autocritique. Les stoïciens enseignent qu'assumer la responsabilité de nos actes est essentiel à la croissance personnelle. Accepter nos erreurs nous permet d'apprendre et de nous améliorer, en évitant le cycle du déni et de l'auto-tromperie. La responsabilité personnelle est essentielle pour atteindre la sagesse et la vertu et encourage une plus grande conscience de soi et une plus grande authenticité. L'humilité, un autre principe stoïcien, nous aide à accepter les critiques constructives et à apprendre des expériences des autres. Reconnaître notre imperfection et la possibilité de nous améliorer nous libère de la fierté et de l'arrogance, nous permettant de reconnaître nos défauts. L'autocritique est également essentielle. Évaluer honnêtement nos actions nous permet d'identifier les domaines d'amélioration et de corriger les erreurs, nous gardant ainsi sur le chemin de la vertu et nous efforçant d'être meilleurs chaque jour. Affronter ceux qui ne reconnaissent pas vos défauts peut être un défi, surtout avec vos amis, votre famille ou vos collègues proches. Cependant,
le stoïcisme recommande d'aborder ces situations avec compassion et compréhension, en se rappelant que nous sommes tous imparfaits et en constante croissance. Reconnaître nos défauts est un processus continu. Personne n'est parfait et nous faisons tous des erreurs. Faire face à nos imperfections avec courage et détermination nous donne des opportunités d'apprendre et de grandir. Personne numéro 5, ceux qui résistent à l'apprentissage et au changement. Dans la vie, nous trouvons des gens qui résistent à l'apprentissage et au changement, s'accrochant à des croyances et des comportements rigides. Cet obstacle empêche votre croissance personnelle et votre adaptation aux nouvelles circonstances. D'un point de vue stoïcien, affronter ce problème nécessite une approche multiforme qui encourage l'auto-évaluation, la conduite par l'exemple et la pratique de l'empathie. L'auto-évaluation est essentielle pour surmonter la résistance à l'apprentissage et au changement. Les stoïciens enseignent l'importance d'examiner nos croyances et nos comportements de manière critique et honnête, de reconnaître les domaines à améliorer et de remettre en question nos hypothèses et nos préjugés. Avec une attitude d'humilité et d'autocritique, nous pouvons nous ouvrir à de nouvelles perspectives et opportunités de croissance. Donner l'exemple est un autre aspect clé de l'approche stoïcienne. Au lieu d'essayer de changer les autres, nous devrions être des modèles par nos actions et nos comportements. En vivant conformément à nos valeurs et principes, nous incitons les autres à adopter des attitudes plus ouvertes envers l'apprentissage et le changement. L'empathie est également cruciale. En le pratiquant, nous pouvons mieux comprendre les préoccupations et les peurs des autres, en abordant leur résistance avec compréhension et compassion. Cela crée un environnement de soutien et de collaboration qui encourage la croissance personnelle. Se confronter à ceux qui résistent au changement peut être difficile, surtout avec des personnes proches de vous comme la famille, les amis ou les collègues. D'un point de vue stoïcien, il est important d'aborder ces situations avec patience, persévérance et compassion. Reconnaissant que chaque personne est sur son propre chemin de croissance, nous pouvons offrir du soutien et favoriser un environnement qui favorise l'apprentissage et le changement positif. L'apprentissage et le changement sont des processus continus. Adopter un état d'esprit de croissance et être ouvert à de nouvelles expériences nous permet de surmonter la résistance au changement et d'atteindre notre plein potentiel. Personne numéro 6, ceux qui sont piégés par le pessimisme. Dans la vie, nous trouvons des gens piégés dans un état perpétuel de pessimisme, se concentrant uniquement sur le négatif et rejetant le positif. Ce pessimisme constant peut constituer un obstacle à votre bien-être et à votre épanouissement personnel. D'un point de vue stoïcien, faire face au pessimisme nécessite de cultiver la résilience, la gratitude et l'acceptation, même dans les adversités les plus difficiles. Les stoïciens enseignent que la souffrance est inévitable, mais ce qui compte, c'est la façon dont nous y réagissons. Au lieu de nous laisser envahir par le pessimisme, nous pouvons développer la capacité de relever les défis avec courage et détermination. Cultiver la résilience est essentiel pour surmonter le pessimisme. Cela implique d'apprendre à s'adapter et à se remettre des difficultés plutôt que de les laisser nous définir. Les stoïciens nous rappellent que nos actions et nos perceptions sont sous notre contrôle, même dans des situations défavorables. En adoptant un état d'esprit résilient, nous trouvons de la force dans l'adversité et allons de l'avant. La gratitude est également importante, bien qu'il puisse être difficile de trouver des aspects positifs au milieu de l'obscurité. Les stoïciens nous encouragent à rechercher les bénédictions cachées dans nos vies. En pratiquant la gratitude, nous apprécions les petites choses et trouvons du réconfort dans les moments difficiles. L'acceptation est un autre aspect clé. Nous résistons et luttons souvent contre des circonstances incontrôlables, augmentant ainsi nos souffrances. Les stoïciens enseignent à accepter ce que nous ne pouvons pas changer et à trouver la paix dans l'incertitude.
En acceptant nos limites et en abandonnant l'incontrôlable, nous nous libérons du poids du pessimisme. Faire face à ceux qui sont pris au piège du pessimisme peut être un défi, mais d'un point de vue stoïque, nous pouvons offrir soutien et encouragement. Les aider à trouver résilience, gratitude et acceptation brisent le cycle du pessimisme et renouvellent leur espoir et leur positivité. Personne numéro 7, ceux qui exemptent la culpabilité et la responsabilité personnelle. Dans la vie, nous trouvons des gens qui évitent de prendre leurs responsabilités, cherchent des excuses ou blâment les autres pour toute adversité ou erreur. Cette attitude peut nuire à votre croissance personnelle et rendre difficile l'établissement de relations saines. D'un point de vue stoïcien, faire face à ce problème implique d'accepter la paternité de nos actions et d'encourager une auto-évaluation constante. Les stoïciens enseignent que nous sommes responsables à la fois de nos actions et de nos réactions aux circonstances. Assumer cette responsabilité est crucial pour notre développement en tant qu'individu intègre et conscient de notre impact sur le monde. Accepter la paternité de nos actions, c'est reconnaître que nous sommes les architectes de nos vies. Nous ne pouvons pas blâmer des circonstances extérieures ou d'autres personnes pour nos décisions. Au lieu de trouver des excuses, les stoïciens nous encouragent à faire face à nos actions avec courage et honnêteté. Ce n'est qu'en reconnaissant nos erreurs et en tirant les leçons que nous pourrons nous améliorer en tant qu'êtres humains. L'auto-évaluation est fondamentale dans l'approche stoïcienne. Cela nous pousse à examiner nos actions et nos motivations en nous demandant si nous agissons avec intégrité et droiture ou si nous laissons nos désirs et nos passions nous dominer. Cette introspection nous aide à identifier les domaines à améliorer et à travailler activement sur notre croissance personnelle. Faire face à ceux qui évitent d'assumer leurs responsabilités peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'ils sont profondément enracinés dans leur refus. Cependant, d'un point de vue stoïcien, il est important d'aborder ces situations avec compassion et empathie, en respectant fermement nos principes et nos valeurs. En aidant ceux qui luttent contre la culpabilité et la responsabilité, nous pouvons les guider vers l'introspection et la croissance personnelle. Personne numéro 8, ceux qui s'attendent à des privilèges. Dans la vie, nous rencontrons des gens qui croient mériter un traitement spécial et des privilèges sans effort. Cette mentalité de droit crée des tensions dans les relations et du ressentiment envers ceux qui ne répondent pas à vos attentes. D'un point de vue stoïcien, faire face à ce problème nécessite de valoriser le travail et la vertu et de pratiquer l'humilité. Les stoïciens enseignent que la vraie valeur ne réside pas dans les privilèges matériels ou le statut social, mais dans la vertu et la sagesse. Au lieu de nous attendre à un traitement spécial, nous devrions cultiver des qualités telles que l'intégrité, la justice et la gentillesse. Valoriser le travail est essentiel pour contrecarrer les droits. Les stoïciens se souviennent que l'effort et le dévouement sont la base du véritable succès et de l'épanouissement personnel. Au lieu d'attendre que les choses nous soient livrées facilement, nous devons être prêts à travailler dur et à persévérer dans la poursuite de nos objectifs. En valorisant le travail, nous apprécions nos compétences et nos réalisations, trouvant un but et de la satisfaction. L'humilité est également cruciale. Cela nous aide à reconnaître nos limites et à apprécier les contributions des autres. Au lieu de nous vanter de notre statut ou de nos réalisations, nous devrions adopter une attitude d'humilité et de gratitude. Cela renforce nos relations et favorise un sentiment de communauté et de collaboration. Faire face à ceux qui attendent des privilèges peut s'avérer difficile, surtout lorsqu'ils sont profondément ancrés dans leurs droits. Cependant, d'un point de vue stoïcien, il est important d'aborder ces situations avec compassion et empathie, en respectant fermement nos principes et nos valeurs. Les encourager à valoriser le travail et la vertu et à pratiquer l'humilité peut les aider à trouver une vie plus significative et plus authentique.
Personne numéro 9. Ceux qui ne préparent pas l'avenir. Dans la vie, nous trouvons des gens qui vivent sans se soucier de l'avenir, naviguant sans but et sans considérer les conséquences de leurs actes. Ce manque de prévoyance peut engendrer des incertitudes et des difficultés, car l'avenir apporte toujours son lot d'événements et de défis imprévus. D'un point de vue stoïcien, faire face à ce problème implique d'adopter une attitude de planification et de préparation. La façon la plus simple de ruiner votre vie ne se produit pas à travers de grandes tragédies ou des décisions catastrophiques. La ruine arrive lentement, à travers de petits choix quotidiens qui, sans que vous vous en rendiez compte, vous éloignent de ce que vous voulez vraiment être. Elle s'installe lorsque vous abandonnez l'idée de vivre votre meilleur en raison de la peur, de la fausse sécurité du confort, ou tout simplement par manque de remise en question du chemin que vous suivez. Avez-vous déjà ressenti ce vide difficile à expliquer? Cette sensation que quelque chose ne va pas, même si tout semble fonctionner. Cela peut être le reflet d'une vie vécue en mode automatique, une routine qui semble sûre, mais qui vous éloigne silencieusement de ce qui donne du sens à votre existence. Dans cette vidéo, je vais révéler 12 attitudes si courantes que vous êtes peut-être déjà piégé par elles, sans même vous en rendre compte. Ce sont des actions et des pensées qui sabotent votre avenir et emprisonnent votre véritable potentiel. Mais voici la bonne nouvelle. Il est encore temps de changer. Chaque choix, aussi petit soit-il, peut être un pas vers une vie plus authentique, plus alignée avec qui vous êtes vraiment. Restez avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point que je vais partager pourrait transformer radicalement la façon dont vous voyez votre vie et, plus important encore, la manière dont vous décidez de la vivre. Commençons. Passo 1. Ne vous risquez pas. Si vous voulez limiter votre vie, vivez dans la peur. Fuyez tout ce qui nécessite du courage, évitez d'apprendre quelque chose de nouveau et restez dans la bulle de votre zone de confort. Ça semble sûr, n'est-ce pas? Mais c'est le chemin le plus court vers une vie vide. Une vie où, ironiquement, vous pouvez finir par perdre même ce que vous avez déjà. Il est vrai que celui qui ne tente rien évite les erreurs. Mais il évite aussi les réussites. Et c'est là le piège le plus cruel. En évitant les risques, vous évitez de grandir. Petit à petit, la peur se transforme en un mur invisible qui vous garde prisonnier de situations que vous savez ne pas vous rendre heureux. Un travail sans but, des relations épuisantes ou des amitiés qui ne vous apportent plus rien. Au début, cela semble être un petit prix à payer. Mais avec le temps, vous vous rendez compte que vous avez cessé d'avancer. Et là où il n'y a pas d'avancée, il y a du recul. La vie n'attend pas. Ce que vous ne confrontez pas, vous vous affaiblissez. Vivre dans la peur, c'est l'opposé de vivre avec foi. Pas la foi religieuse, mais la foi en soi, dans l'inconnu, dans le potentiel qui réside dans chaque tentative. Pensez à quelque chose de significatif que vous avez déjà accompli. Changer de carrière, commencer une nouvelle relation, poursuivre un rêve qui semblait impossible. Compte en commun toutes ces choses. Elles ont toutes exigé du courage pour affronter l'incertitude. Et oui, prendre des risques fait peur. La possibilité d'échouer, de se blesser ou de perdre quelque chose est réelle. Mais ce que vous ne réalisez peut-être pas, c'est que le prix de ne pas prendre de risques est bien plus grand. Pendant que vous restez immobile, le monde continue de bouger. Les opportunités passent, les gens grandissent et vous devenez un simple spectateur de votre propre vie. Pensez-y. Rester immobile dans un bateau, dans un courant, ne signifie pas que vous êtes en sécurité. Le courant vous entraîne en arrière. C'est exactement pareil dans la vie. Rester immobile ne signifie pas stagner, cela signifie régresser. La croissance n'est jamais confortable. Elle exige de l'effort, de la volonté et, surtout, du courage pour quitter le terrain connu et affronter l'inconfort du nouveau. Mais c'est dans cet inconfort que vous découvrez qui vous êtes vraiment. Comme disait Sénèque, la vie n'est pas courte, nous la rendons courte en évitant de la vivre pleinement. Vivre dans la peur peut sembler sûr, mais c'est la manière la plus garantie de gaspiller ce que la vie a de meilleur. Le véritable risque ne réside pas dans l'échec, mais dans le fait de ne jamais essayer. Parce que le plus grand regret n'est pas l'erreur, c'est le vide de savoir que vous n'avez jamais eu le courage d'essayer. Alors qu'attendez-vous pour ramer à contre-courant? La vie ne vous attendra pas. Le moment de prendre des risques, c'est maintenant.
Passe au 2. Restez prisonnier de ce que les autres pensent de vous. Si vous voulez un raccourci pour ruiner votre vie, le voici. Vivez pour plaire aux autres. Laissez les opinions des autres dicter vos choix et vous perdrez ce qu'il y a de plus précieux, votre liberté d'être qui vous êtes. Cela ne se produit pas de manière brusque, c'est une érosion lente, presque imperceptible. Cela commence par des doutes apparemment insignifiants. Vont-ils m'accepter si je fais cela? Ou, et s'ils pensent que je suis trop différent? Vous commencez à céder ici et là. Et quand vous vous en rendez compte, votre vie n'est plus la vôtre. Elle devient un reflet des attentes des autres. Considérez quelque chose de simple. Vous avez décidé de prioriser votre santé, de suivre une alimentation équilibrée. Mais au moment du déjeuner, un collègue suggère un restaurant qui va à l'encontre de ce que vous aviez prévu. Pour ne pas paraître ennuyeux ou compliqué, vous cédez. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais ce petit choix est le miroir d'un schéma plus large. Renoncez à ce qui compte pour vous afin d'éviter des conflits ou des jugements. Maintenant, élargissez cela à des choix fondamentaux. La carrière que vous poursuivez, la relation dans laquelle vous restez, l'endroit où vous vivez. Lorsque vous laissez la peur du jugement des autres guider des décisions aussi importantes, vous vous éloignez de ce qui vous rend unique. Vous reniez votre propre essence. Le problème ne s'arrête pas là. Cette recherche d'approbation ronge votre estime de soi. Vous commencez à ressentir que vous avez besoin de validation pour tout. Chaque fois que vous attendez que les autres vous disent ce qui est bien ou mal, vous cédez un morceau de votre autonomie. Et ainsi vous devenez prisonnier des attentes des autres. Cette prison n'est pas faite de barreaux, mais de quelque chose de plus dévastateur, la peur d'être vous-même. La véritable tragédie est que plus vous essayez de plaire, plus vous vous éloignez de votre essence. Chaque décision prise pour ne pas décevoir est un pas en direction d'une vie que vous ne devriez pas vivre. Réfléchissez maintenant. Jusqu'à quand allez-vous laisser la peur de décevoir les autres contrôler votre vie? Est-ce que cela vaut la peine de sacrifier qui vous êtes pour être accepté? À la fin, le prix à payer pour plaire est toujours trop élevé. Et celui qui règle cette note, c'est vous. Si vous voulez changer, commencez petit. Écoutez votre intuition. Lorsque quelque chose est important pour vous, donnez-lui la valeur qu'il mérite. Ne négligez pas vos propres sentiments pour vous adapter à des normes qui n'ont jamais été faites pour vous. Être fidèle à soi-même est un acte de courage, et c'est la seule manière de vivre une vie qui en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous, vivre pris au piège du jugement des autres est le moyen le plus rapide de se perdre. Mais lorsque vous retrouvez votre autonomie, vous découvrez que la liberté d'être qui vous êtes n'a pas de prix. Passe au 3. Ignorez la dichotomie du contrôle. Si vous voulez compliquer votre vie, il vous suffit de négliger l'un des enseignements les plus pratiques et transformateurs du stoïcisme, la dichotomie du contrôle. Ce concept, enseigné par Épictète, est simple et puissant, mais l'ignorer est une recette certaine pour la frustration et la souffrance infinie. Voici le fondement. Tout dans la vie peut être divisé en deux catégories. D'un côté, ce qui est sous votre contrôle, vos pensées, vos émotions, vos choix et vos réactions. C'est votre territoire, l'espace où vous avez véritablement du pouvoir. De l'autre côté, il y a les choses qui ne dépendent pas de vous, la météo, les opinions et les actions des autres, les circonstances extérieures. Essayer de contrôler ce qui n'est pas entre vos mains, c'est comme essayer de remplir un seau percé, un effort inutile qui ne fait que générer de l'épuisement et de l'impuissance. Maintenant, réfléchissez à ce qui se passe lorsque vous ignorez cette logique. Vous vous laissez consumer par de petites choses, un commentaire cruel, un changement de plan à cause de la pluie ou une personne qui n'a pas répondu à vos attentes. Le problème, dans la plupart des cas, ne réside pas dans ce qui se passe, mais dans la façon dont vous réagissez. Ignorer la dichotomie du contrôle, c'est comme pousser un mur en espérant qu'il bouge. Peu importe combien vous insistez, il restera immobile. Pendant ce temps, vous gaspillez votre énergie dans l'impossible, au lieu de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Comment agir, comment penser, et comment répondre avec clarté et équilibre. Imaginez une partie de cartes. Vous ne choisissez pas les cartes que vous recevez, mais vous pouvez décider comment les jouer. Se plaindre d'une mauvaise main ne change pas le jeu, mais jouer intelligemment avec les cartes que vous avez peut renverser la partie. La vie fonctionne de la même manière. Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous choisissez d'agir avec ce que vous avez.
Le stoïcisme ne demande pas de résignation, mais d'intelligence. Accepter ce qui ne peut être changé n'est pas abandonner, c'est de la sagesse. Lorsque vous cessez de lutter contre l'immuable et que vous vous concentrez sur ce qui est à votre portée, votre énergie se transforme. Vous arrêtez de vous épuiser avec la circulation, le comportement des autres ou les préoccupations qui n'ont jamais été sous votre contrôle. En faisant cela, vous créez de l'espace pour quelque chose de plus grand, l'équilibre, la croissance et la liberté émotionnelle. Parce que, comme le disait Épictète, la véritable liberté réside dans le fait de savoir où se termine votre contrôle. Vivre en ignorant cette vérité, c'est comme courir sur un tapis roulant. Vous vous fatiguez, vous vous frustrez, mais vous ne bougez pas. En revanche, reconnaître les limites de votre contrôle est un acte de pouvoir. C'est choisir de mener les bonnes batailles. Lorsque vous comprenez et appliquez la dichotomie du contrôle, vous découvrez un secret qui a toujours été à votre disposition. Le pouvoir de transformer votre vie, indépendamment de ce qui se passe autour de vous. Il ne s'agit pas d'abandonner, mais de canaliser votre force dans ce qui compte vraiment. Et c'est là que commence la véritable liberté. Passe au 4. Choisissez toujours la voie facile. Si vous voulez être sûr que votre vie ne changera jamais, voici la formule. Choisissez toujours le chemin le plus facile. Évitez toute situation qui exige des efforts, fuyez l'inconfort et faites le strict minimum ou mieux encore, ne faites rien. Ainsi, vous resterez exactement où vous êtes, figé, loin de toute transformation réelle. La stratégie est simple. Blâmez les autres, vos parents, votre partenaire, votre patron, le gouvernement, toute personne ou circonstance que vous pouvez pointer du doigt comme responsable de vos problèmes. Cela vous protège, temporairement, du poids de la responsabilité, mais cela a un coût élevé. Cela détruit votre volonté. La volonté n'est pas un cadeau que vous recevez à la naissance. C'est quelque chose que vous construisez, comme un muscle. Chaque fois que vous faites face à un défi, elle se renforce. Mais chaque fois que vous choisissez de fuir, vous affaiblissez votre capacité à faire face à la vie. Choisir toujours la voie facile n'est pas seulement une question de paresse, c'est abandonner l'idée de devenir une meilleure version de vous-même. La vie est comme un escalier. Chaque marche demande des efforts, mais c'est le seul chemin pour monter, émotionnellement, financièrement ou moralement. Lorsque vous décidez de vous arrêter pour éviter le travail, vous imposez des limites à votre avenir. L'inconfort que vous évitez aujourd'hui sera exactement ce qui vous empêchera d'avancer demain. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle a dit « Vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela et vous trouverez la force. » C'est l'une des vérités les plus dures et les plus libératrices de la vie. Personne ne vous sauvera. La seule personne capable de transformer votre réalité, c'est vous. Mais cela demande du courage. Le courage d'affronter l'inconfort, de faire face aux défis et d'arrêter de chercher des solutions faciles ou d'attendre des sauvetages qui ne viendront jamais. Choisir la voie la plus confortable peut sembler tentant sur le moment, mais c'est ce choix qui vous condamne à une vie sans signification. C'est dans l'inconfort que vous découvrez votre véritable force. Ce sont les moments difficiles qui façonnent qui vous êtes, qui testent vos compétences et qui construisent votre résilience. Lorsque vous fuyez l'effort, vous choisissez de rester faible. C'est comme un muscle qui n'est jamais utilisé. La volonté s'atrophie. Et, quand vous en aurez le plus besoin, elle ne sera tout simplement pas là. Il en va de même pour votre vie. Choisir toujours le plus facile, c'est renoncer à votre potentiel. C'est renoncer à la satisfaction de réaliser quelque chose qui compte vraiment. Parce que les réalisations qui valent la peine ne naissent pas de la facilité. Elles naissent de l'effort, de la dédication et du courage de faire face à ce qui fait peur. À la fin, la vie vous offre seulement deux choix. Le confort qui vous maintient au même endroit ou les défis qui vous emmènent plus loin. Le choix vous appartient. Mais sachez que le prix d'éviter l'effort sera, tôt ou tard, une vie à moitié vécue, sans croissance, sans but, sans la satisfaction de regarder en arrière et de voir jusqu'où vous êtes allé. Et avant de continuer, si vous croyez en la puissance de ces réflexions et souhaitez vivre une vie avec plus de sens, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez cette vidéo. Ensemble, transformons la façon dont vous abordez l'effort et la vie. Passe au 5.
Ne jamais apprendre à gérer ses émotions. Si vous voulez vivre dans un chaos constant, il vous suffit d'ignorer tout ce que vous ressentez. Faites comme si les émotions n'existaient pas ou qu'elles étaient insignifiantes. C'est le chemin parfait pour vous déconnecter de vous-même, perdre le contrôle et transformer votre vie en une collection de frustrations mal résolues. Ignorer les émotions, c'est comme éteindre le panneau de contrôle d'un avion. Vous pouvez continuer à voler pendant un certain temps, mais sans connaître la direction, la vitesse ou la sécurité du trajet. Tout semble sous contrôle, jusqu'à ce que, soudainement, vous vous perdiez ou percutiez quelque chose que vous n'avez pas vu arriver. Les émotions ne sont pas des ennemis. Ce sont des signaux, des alertes sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Les ignorer ne fait pas qu'elles disparaissent. Au contraire, elles s'accumulent comme une tempête silencieuse, et l'impact, tôt ou tard, devient inévitable. Pensez à la colère. Quand vous ne la reconnaissez pas ou n'investiguez pas la raison qui se cache derrière, elle ne disparaît pas. Elle grandit, cachée, comme une cocotte minute qui accumule de la chaleur jusqu'à exploser de manière démesurée. La tristesse, lorsqu'elle est ignorée, ne se dissipe pas. Elle prend des racines profondes et se transforme en vide, un trou qui semble impossible à remplir. Quant à l'anxiété, lorsqu'elle est ignorée, elle grandit jusqu'à vous paralyser, étouffant votre capacité à agir et à vivre pleinement. Gérer les émotions ne signifie pas être dominé par elles. Cela signifie avoir le courage de regarder à l'intérieur, de reconnaître ce que vous ressentez, de comprendre d'où viennent ces sentiments et de choisir consciemment comment réagir. C'est ça, le véritable contrôle émotionnel. Lorsque vous acceptez les émotions comme des alliés, elles deviennent des outils puissants. La colère peut être un appel à établir des limites. La tristesse peut être une invitation à ralentir et à traiter les pertes. L'anxiété, aussi inconfortable soit-elle, peut vous alerter sur des changements nécessaires. Les émotions sont des boussoles, non des ennemis. Mais si vous voulez compliquer encore plus votre vie, continuez à ignorer. Faites semblant que tout va bien. Enfoncez la tristesse au fond de vous, ignorez la colère et fuyez l'anxiété. Cela semble plus facile, mais c'est une illusion. Réprimer les émotions, c'est comme bloquer le flux d'une rivière. La pression s'accumule et lorsque la rupture se produit, elle est dévastatrice. Se regarder à l'intérieur peut être inconfortable au début, mais c'est le premier pas pour reprendre le contrôle de votre vie. Lorsque vous reconnaissez ce que vous ressentez, vous cessez d'être l'esclave des émotions et vous apprenez à les utiliser comme des alliés. Ignorer vos émotions est, sans aucun doute, le chemin le plus rapide pour se perdre. Mais les affronter est la seule manière de trouver l'équilibre, la clarté et la force dont vous avez besoin pour vivre de manière authentique et épanouie. Passo 6. Portez le passé. Si votre objectif est d'immobiliser votre vie, accrochez-vous fermement au passé. Tenez-vous à chaque erreur, douleur et déception comme s'ils étaient des vérités absolues sur qui vous êtes. Utilisez ces souvenirs comme des lunettes pour voir le présent, transformant le monde autour de vous en un reflet de vos blessures. Le problème, c'est que lorsque vous permettez au passé de cesser d'être un professeur pour devenir un bourreau, il ne limite pas seulement votre vision, il consomme votre essence. Le passé existe pour enseigner, pas pour vous punir. Mais en le portant comme un poids constant, vous vous envoyez un message cruel. Je ne suis que ce qui m'est arrivé. Ce poids ne se contente pas de vous étouffer, il vole aussi votre énergie. Il trouble votre perception du présent, bloque votre capacité à voir l'avenir avec clarté et vous emprisonne dans un cycle vicieux de revivre de vieilles douleurs. Et ce faisant, vous arrêtez de créer de nouveaux chemins, des chemins qui pourraient vous mener à des endroits que vous ne pouvez même pas imaginer. Ce qui vous est arrivé, ce qui a été dit, ressenti ou perdu, n'est pas tout ce que vous êtes. Ce ne sont que des morceaux isolés d'une histoire beaucoup plus grande. Si chaque expérience négative devient le moule avec lequel vous définissez votre vie, le monde finira par sembler n'être qu'un reflet de votre douleur. Pensez-y, si vous ne lâchez pas le passé, vous serez condamné à regarder l'avenir avec les yeux de ce qui a été. Cette vision trouble ne déforme pas seulement la réalité, mais bloque toutes les opportunités de changement. Rien, absolument rien, ne brisera ce cycle tant que vous ne déciderez pas de vous en libérer. Comme l'a dit Viktor Frankl avec sagesse, lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes invités à nous changer nous-mêmes.
Et ce changement commence lorsque vous cessez de vous accrocher à vos douleurs et les transformer en leçons. Il ne s'agit pas de nier ce qui est arrivé, mais de donner à ces moments une nouvelle signification. Une signification qui nourrit votre croissance et non votre stagnation. Surmonter le passé, ce n'est pas effacer les marques qu'il a laissées. C'est comprendre que chaque blessure porte un objectif. Vous enseignez, vous fortifiez, vous préparez. Ce qui s'est passé était réel, mais cela ne doit pas être une condamnation. Rappelez-vous, tant que vous portez le passé comme une ancre, vous êtes prisonnier. Mais au moment où vous déciderez de le lâcher, il se transformera en une voile, quelque chose qui ne vous tire pas en arrière, mais vous pousse en avant. Le choix vous appartient. Portez le poids ou naviguez en toute liberté. Passe au 7. Présumez le pire des gens. Si vous voulez vraiment saboter votre vie, adoptez cette mentalité. Croyez que personne n'a de bonnes intentions. Convainquez-vous que le monde est un champ de bataille et que tous ceux qui vous entourent sont prêts à vous attaquer. Cette façon de penser vous place dans un état d'alerte constant, isolé et toujours sur la défensive. Vous commencez à voir des ennemis là où il n'y en a pas, transformant même votre imagination en votre plus grand bourreau. Comme l'a dit Sénèque, nous souffrons plus dans notre imagination que dans la réalité. Lorsque vous présumez le pire des gens, tout autour de vous semble être une menace. Un collègue n'est pas d'accord avec vous au travail? Il doit essayer de saper votre position. Un ami met du temps à répondre, il ne se soucie plus de vous. Et ainsi, des situations neutres ou banales deviennent du carburant pour des rancœurs et des ressentiments. Mais voici la vérité. Vivre en méfiant de tout et de tout le monde ne vous protège pas. Cela ne vous renforce pas. Au contraire, cela vous épuise. Chaque fois que vous choisissez la méfiance plutôt que la compréhension, vous vous éloignez des gens. Vous construisez des murs au lieu de ponts. Et lentement, vous vous enfermez dans un cycle d'isolement émotionnel qui ronge votre âme. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un fait quelque chose qui vous dérange? Vous avez deux choix. Vous pouvez présumer le pire, permettant à la colère et aux rancœurs de prendre le dessus. Ou vous pouvez faire un pas en arrière et vous demander « Qu'est-ce qui a pu pousser cette personne à agir ainsi ?» Cela ne signifie pas justifier des comportements erronés, mais reconnaître que, souvent, ce que les gens font n'a rien à voir avec vous. Imaginez que quelqu'un vous coupe la route en voiture. Si vous présumez que c'était un acte délibéré, cette irritation peut ruiner votre journée. Mais, et si vous considérez que cette personne peut être distraite, pressée ou en train de gérer quelque chose de difficile? Ce changement de perspective peut préserver votre paix émotionnelle. Présumer le pire des gens ne vous rend pas plus fort ni plus préparé. Cela vous rend simplement plus fatigué. Vivre dans une méfiance constante, c'est comme porter un fardeau émotionnel qui ne diminue jamais. Cet effort mental épuisant vous enferme dans un état de tension permanente, où il devient impossible de vous détendre et de trouver un équilibre. La sortie ne réside pas dans la naïveté, mais dans l'entraînement à l'empathie et à la perspective. Apprendre à séparer une menace réelle d'un reflet déformé par la méfiance. Cet exercice ne concerne pas les autres, il vous concerne, vous. Il s'agit de protéger votre énergie émotionnelle, d'éviter que des rancœurs inutiles ne vous consument et de trouver la paix au milieu du chaos. Au final, celui qui souffre de la méfiance constante, ce ne sont pas les gens autour de vous, c'est vous. Parce que présumer le pire ne transforme le monde qu'en un endroit plus lourd, et vous, en un prisonnier de la peur. Choisissez, au lieu de cela, de vous libérer de ce qui vous empêche de vivre pleinement. Passe au 8. Ne pas savoir s'exprimer. Si vous souhaitez compliquer votre vie, ignorez l'importance de la communication. Mais rappelez-vous, communiquer, ce n'est pas seulement parler, c'est être compris. Lorsque vous ne parvenez pas à exprimer ce que vous ressentez ou ce dont vous avez besoin, vous construisez des barrières invisibles qui vous isolent des autres, même de ceux qui comptent le plus pour vous. Pensez à un pont cassé. Il est là, mais personne ne peut le traverser. C'est exactement ainsi que fonctionne le manque de communication. Vous pouvez être entouré de gens, mais sans être capable de vous exprimer. Personne ne peut comprendre ce qui se passe vraiment en vous. Cela augmente non seulement votre solitude, mais aussi la frustration de ceux qui essaient de se rapprocher de vous ou de vous aider. Le prix de ne pas savoir s'exprimer va bien au-delà de l'isolement.
Les émotions non exprimées ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Elles se transforment en blessures silencieuses, en ressentiments profonds ou en explosions inattendues. Et ce qui pourrait être résolu par une conversation honnête devient un abîme infranchissable. C'est comme essayer d'ouvrir une porte avec la mauvaise clé, plus vous forcez, plus elle résiste. D'un autre côté, apprendre à communiquer, c'est comme trouver la bonne clé. La communication claire et intentionnelle est un acte de respect, tant pour vous que pour les autres. Cela ne garantit pas qu'il y aura toujours un accord ou que vos attentes seront satisfaites, mais cela crée quelque chose de bien plus précieux, la compréhension. Et la compréhension est la base de toute relation significative, que ce soit avec les autres ou avec soi-même. Le manque de communication n'affecte pas seulement vos relations extérieures, il corrode également votre propre connexion interne. Lorsque vous réprimez ou ignorez ce que vous ressentez, vous commencez à vous déconnecter de vos propres émotions. Il est possible de faire semblant qu'elles ne comptent pas, mais le poids émotionnel croît, drainant silencieusement votre énergie et votre paix intérieure. La communication n'est pas seulement un pont vers les autres, c'est un chemin pour se reconnecter à qui vous êtes vraiment. Voici la vérité. Communiquer, ce n'est pas déverser des mots sans but ou parler sans cesse. C'est un acte d'intention. C'est trouver un équilibre entre partager ce que vous ressentez et écouter ce que les autres ont à dire. Ce n'est pas seulement une compétence sociale, c'est un acte d'amour-propre. C'est reconnaître que vos émotions méritent d'être validées, que votre voix a de la valeur et que votre expression peut ouvrir des portes vers des connexions plus profondes. Sans communication, vous vous perdez dans le labyrinthe de vos propres émotions. Le silence ne résout pas, il ne fait que s'accumuler. Mais lorsque vous apprenez à vous exprimer, vous construisez des ponts qui mènent à une vie plus légère, plus vraie et plus significative. S'exprimer, c'est plus que parler, c'est libérer qui vous êtes vraiment. Passe au 9. Soyez constamment préoccupé. Si votre objectif est de ruiner votre vie, préoccupez-vous de tout le temps. Portez le poids du monde sur vos épaules, assumez des responsabilités qui ne vous concernent pas et dépensez votre énergie à essayer de résoudre des problèmes qui échappent à votre contrôle. C'est la recette parfaite pour surcharger votre esprit, en drainant tout espace pour ce qui compte vraiment. Imaginez cela, vous êtes dans un bateau, pris dans un courant violent. Votre seule chance de vous sauver est de ramer avec concentration, en dirigeant votre énergie pour sortir du danger. Mais au lieu de cela, vous prenez des seaux et essayez d'évacuer l'eau du fleuve. Vous vous épuisez, perdez de la force, et le bateau continue à dériver. C'est la métaphore parfaite de la préoccupation constante, un effort épuisant et improductif qui vous maintient au même endroit. Lorsque vous consacrez votre énergie à ce que vous ne pouvez pas changer, vous ne faites que multiplier le poids que vous portez. C'est un cycle qui vous consume et ne vous libère jamais. Nous faisons tous face à des défis, à des moments d'incertitude et à des problèmes qui semblent insurmontables. C'est une partie de la vie. Mais souvent, nous choisissons le chemin le plus épuisant. Nous fuyons ce qui nous dérange réellement et cherchons un soulagement dans des distractions temporaires. C'est comme balayer la poussière sous le tapis. Sur le moment, il semble que nous avons réglé le problème, mais tôt ou tard, nous trébuchons sur cette même poussière, et l'impact est encore plus grand. Si vous voulez vraiment détruire votre paix, ignorez les véritables causes de votre souffrance. Au lieu de les affronter, cherchez des valves d'échappement qui ne font qu'aggraver le problème. Cette relation toxique qui promet de combler le vide, des habitudes destructrices qui anesthésient la douleur pendant un instant, ou des distractions vides qui apportent un soulagement momentané, mais vous plongent encore plus profondément dans l'abîme. Cela peut sembler un soulagement sur le moment, mais c'est comme utiliser un parapluie percé pendant une tempête. Vous essayez de vous protéger, mais la pluie vous atteint quand même. Vous ne résolvez pas le problème, vous le retardez seulement. Alors demandez-vous, êtes-vous en train de faire face à la tempête ou de simplement fuir? Fuir n'a jamais été la solution. Se préoccuper sans agir, c'est comme ramer en rond. Vous vous fatiguez, vous vous frustrez, mais vous n'avancez pas. La vérité est dure mais libératrice. Affronter ce qui vous dérange demande du courage, mais c'est le seul moyen de soulager le poids qui vous étouffe. Ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Arrêtez de lutter contre le mauvais courant. Ramer dans la bonne direction peut être inconfortable au début, mais c'est ainsi que vous sortez de l'impasse.
La liberté que vous cherchez ne réside pas dans l'évitement de la tempête, mais dans le fait de la traverser. La vie n'attendra pas après vous, et le poids que vous portez ne disparaîtra pas tout seul. La seule façon d'arriver de l'autre côté est d'avancer. Un pas, une rame, une décision à la fois. Passo 10. Ignorez le temps. Si vous voulez gaspiller votre vie, voici une méthode infaillible. Traitez le temps comme s'il n'avait aucune valeur. Vivez comme s'il était infini, en croyant qu'il y aura toujours un lendemain pour faire ce qui compte. Mais voici la vérité brute et inévitable, le temps n'attend pas. Chaque seconde qui passe est irréversible. Chaque moment gaspillé est une fraction de votre vie que vous ne retrouverez jamais. La vie, c'est le temps. Chaque choix que vous faites, chaque moment vécu, façonne qui vous êtes et qui vous devenez. L'ignorer, c'est comme jeter la plus grande richesse que vous possédez. Pendant que vous retardez vos rêves, remettez des décisions à plus tard, ou vous perdez dans des distractions sans but, les opportunités qui pourraient transformer votre existence disparaissent simplement. Pensez à un sablier. Chaque grain de sable qui tombe représente un morceau de votre existence. Mais, contrairement à un sablier ordinaire, celui-ci ne peut pas être retourné pour recommencer. Lorsque les grains s'épuisent, ce qui reste n'est plus du temps. Ce sont des regrets. Maintenant, réfléchissez. Qu'avez-vous fait des grains qui tombent encore? Gaspiller le temps, ce n'est pas seulement laisser passer les minutes, c'est accumuler des frustrations. Une rivière polluée reste une rivière, mais tant qu'elle continue à porter les déchets que d'autres ont jetés en elle, elle ne retrouvera jamais sa pureté. Il en va de même pour ton esprit et ton cœur. Tu traînes silencieusement les maux qui t'ont blessé, les émotions que tu n'as jamais digérées, les souvenirs que tu as préféré pousser au fond. Tu marches avec le poids de ce qui n'est pas résolu, et même si tu souris à l'extérieur, à l'intérieur de toi, ce courant est trouble, chargé, sans la force naturelle qu'il devrait avoir. Le stoïcisme nous enseigne que la vie ne consiste pas à prétendre être calme pendant que tu te consumes de l'intérieur, mais à nettoyer la rivière de tes émotions jusqu'à ce qu'elle coule à nouveau clairement. Ce n'est pas un processus romantique ou doux, c'est une confrontation directe avec toi-même. Il s'agit de regarder ce que tu évites de regarder, d'écouter ce qui te dérange, de lâcher ce que tu portes en silence. Ici, il n'y a pas de raccourci ni de phrases de motivation vide. Il y a un travail réel, psychologique et émotionnel, un chemin qui exige de la discipline et de la crudité pour te libérer de tout ce qui te retient. Au cours de ce voyage, nous parlerons de 8 leçons pratiques inspirées du stoïcisme, non pas comme des théories lointaines, mais comme des outils que tu peux appliquer dans ta vie quotidienne pour te purifier des réactions automatiques, des pensées chaotiques et des relations qui t'épuisent. Chaque conseil est une pièce de ce processus de désintoxication émotionnelle, conçu pour que tu retrouves ta clarté mentale et ta force intérieure. Prépare-toi, car ce qui vient n'est pas confortable. Il ne s'agit pas de l'écouter comme un simple spectateur, mais d'oser l'appliquer dans ta propre vie. Celui qui suit ce chemin ne cherche pas un réconfort superficiel, il cherche un véritable pouvoir sur lui-même. Et si tu décides de rester jusqu'à la fin, tu découvriras que derrière l'inconfort et le silence se trouve quelque chose que peu de gens atteignent, la liberté de ne pas être esclave de ce que tu ressens, ni de ce que les autres essaient de projeter sur toi. 1. Fais une pause avant de réagir. Une allumette allumée peut éclairer une pièce sombre, mais si tu la rapproches trop de la poudre à canon, le résultat ne sera pas de la lumière, mais de la destruction. C'est ainsi que fonctionnent tes réactions. Une impulsion mal contrôlée peut ruiner ce que tu as construit pendant des années, peut brûler des ponts, peut laisser des cicatrices sur des personnes qui ne méritaient pas ton débordement. Le problème n'est pas dans le stimulus, mais dans la façon dont tu choisis de répondre. Et la vérité est que la plupart des gens vivent comme des esclaves de leurs impulsions, croyant qu'ils n'ont pas d'autre choix que de réagir instantanément, comme s'ils étaient des marionnettes de ce qui se passe à l'extérieur. Le stoïcisme enseigne le contraire. Entre ce qui se passe et ta réponse, il y a un espace invisible. Cet espace est petit, mais il contient la différence entre un être humain faible qui se laisse emporter et un être fort qui domine son monde intérieur.
Épictète l'a dit clairement. Ce ne sont pas les faits qui nous perturbent, mais l'interprétation que nous donnons à ces faits. Et à cet instant, dans cette pause, ton destin se définit. Chaque fois que quelqu'un te provoque, quand un mot offensant arrive à tes oreilles, quand un geste t'allume de l'intérieur, tu as l'occasion de prouver ta force. Le faible réagit instantanément, décharge sa colère, lance des mots qu'il regrette plus tard. Le fort respire, s'arrête, regarde la situation comme s'il était un étranger, et alors il choisit. Cette pause est une arme psychologique, un bouclier qui te sépare du chaos et te permet de répondre avec stratégie plutôt qu'avec impulsivité. Ne confonds pas la pause avec la lâcheté. Il ne s'agit pas de rester immobile comme un meuble, ni de se laisser marcher dessus. La pause est un calcul conscient, un espace où tu décides quel mouvement tu feras. C'est comme le guerrier qui mesure la distance avant de porter le coup. Le fou se lance sans réfléchir et meurt à la première tentative. Le sage attend, observe et agit avec précision. Cette différence marque qui a le contrôle et qui est contrôlé. Pratiquer la pause, c'est entraîner ton esprit dans le quotidien. Dans le trafic, quand quelqu'un s'interpose brusquement, au lieu de crier ou de maudire, respire et répète dans ta tête « Je ne vais pas donner ma paix à cet étranger ». Quand un membre de ta famille cherche à te provoquer avec des commentaires sarcastiques, au lieu de tomber dans son jeu, garde le silence et analyse s'il mérite ton énergie. Quand la vie te donne un coup inattendu, rappelle-toi qu'il ne s'agit pas de réagir comme un animal blessé, mais d'agir comme un stratège qui voit au-delà de l'instant. Avec le temps, tu remarqueras un changement profond. Au début, tu ressentiras la tension de vouloir répondre immédiatement. Ton corps demandera un exutoire, tes mots surgiront avec force. Mais si tu réussis à résister, si tu apprends à maîtriser cet instant, tu deviendras maître de toi-même. Et les gens le remarqueront. Ils remarqueront qu'ils ne peuvent pas te manipuler, qu'ils ne peuvent pas t'allumer facilement, que ton silence pèse plus que leurs cris. Ce respect ne se demande pas, il se gagne lorsque tu démontres que ta réaction n'est pas automatique, que ton esprit est entraîné pour choisir. Souviens-toi toujours de la métaphore de l'allumette. N'éteins pas ton feu, mais ne le gaspille pas non plus en explosions inutiles. Garde ton énergie pour ce qui compte vraiment. Chaque pause que tu fais est une déclaration de pouvoir. C'est un rappel que ta vie n'est pas gouvernée par ce que les autres font ou disent, mais par ce que tu décides de faire avec ce qui t'arrive. Et quand tu comprends cela, tu deviens libre. Parce qu'au final, réagir sans réfléchir, c'est être esclave du monde. Mais faire une pause, respirer et choisir fermement, c'est toujours être maître de son destin. 2. Observe tes émotions sans être elles. La mer peut se déchaîner avec des tempêtes, soulever des vagues violentes et rugir avec fureur, mais dans ses profondeurs, il y a toujours du calme. Ce calme profond est ta véritable essence, tandis que les vagues sont tes émotions. Beaucoup font l'erreur de croire qu'ils sont les vagues elles-mêmes, alors qu'en réalité, ils sont l'océan qui les contient. Ils s'identifient à la colère, à la tristesse, à l'euphorie, et finissent par être emportés par chaque vague qui apparaît à leur surface. Le stoïcisme enseigne à se rappeler cette différence. Tu n'es pas ce que tu ressens, tu es celui qui observe ce qui se passe en toi. Marc Aurèle l'expliquait en soulignant que l'esprit a la capacité de prendre du recul par rapport à ses propres pensées. Quand tu oublies cela, tes émotions gouvernent ta vie. Un mot négatif ruine ta journée. Un geste indifférent de quelqu'un que tu apprécies te plonge dans l'insécurité. Une petite frustration transforme ton monde en chaos. Tu es emporté d'un côté à l'autre comme un bateau sans gouvernail. Observer les émotions ne signifie pas les nier, ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie les reconnaître et rester centré. Il y a une énorme différence entre dire « je suis en colère » et dire « je remarque de la colère en moi ». Dans la première phrase, tu confies ton identité à l'émotion. Dans la seconde, tu affirmes ta position en tant qu'observateur. Cette petite nuance fait la différence entre être prisonnier ou maître de ton intérieur. Pense à cela dans la vie quotidienne. Quand la colère frappe à ta porte, il est courant de la laisser entrer comme si elle était la maîtresse de la maison.
Tu parles sous son influence, tu agis avec sa force aveugle, et ensuite tu restes avec les restes de ce qu'elle a détruit. En revanche, si tu apprends à l'observer, tu détectes la chaleur sur ta peau, la tension dans la mâchoire, la respiration accélérée, et tu dis « Voici la colère, mais je ne suis pas elle ». Alors naît la liberté. Il en va de même pour la tristesse, la peur, l'anxiété. Les observer à distance te permet de voir qu'elles sont passagères, pas ton essence. Cet entraînement est pratique et s'applique chaque jour. Lorsque tu reçois un message qui te dérange, au lieu de réagir immédiatement, arrête-toi et reconnais ce qui l'éveille en toi. Lorsque tu entends une critique, ne te justifie pas tout de suite, remarque d'abord quelle émotion surgit. Lorsque tu fais face à une décision qui te fait peur, observe les histoires que ton esprit invente avant d'agir. Chaque situation est un gymnase mental où tu renforces ta capacité à être témoin et non esclave. Avec discipline, cette pratique te rend imperturbable. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu arrêtes de confondre les vagues avec l'océan. Les autres le perçoivent. Ils voient que les émotions surgissent et disparaissent en toi, mais ne t'emportent pas. Cela génère du respect et une présence difficile à briser. Le calme de celui qui observe vaut plus que 1000 mots de celui qui perd le contrôle. Rappelle-toi toujours la métaphore de la mer. Les vagues sont intenses, changent, s'élèvent et tombent, mais l'océan reste l'océan. Tu es cette profondeur sereine. Permets-toi de ressentir, mais ne te confonds pas avec ce que tu ressens. La colère, la tristesse et la peur passeront, mais l'observateur que tu es reste. Et quand tu découvres que tu peux les voir sans devenir elles, tu comprends que la véritable force n'est pas de ne pas ressentir, mais de ne pas laisser ce que tu ressens décider pour toi. 3. Fais silence chaque jour. La ville ne dort jamais. Il y a toujours des moteurs qui rugissent, des voix mélangées, des écrans allumés, des notifications insistantes. C'est comme vivre dans une fête sans fin où chaque bruit rivalise pour ton attention. Au milieu de tout ce tumulte, tu oublies à quoi ressemble ta propre voix intérieure, et c'est le prix que tu paies pour être disponible pour tout. Tu perds en clarté, tu perds en concentration, tu perds en paix. Le silence devient alors un luxe oublié, alors qu'en réalité, il devrait être ton refuge quotidien. Le stoïcisme le comprenait bien. Les sages ne cherchaient pas à remplir leur temps avec du bruit, mais avec de la réflexion. Marc Aurèle écrivait en solitude pour ordonner son esprit. Sénèque insistait pour se retirer du tumulte afin de se rappeler ce qui est essentiel. Il ne s'agissait pas de mépriser le monde, mais de ne pas rester piégé en lui. Aujourd'hui, plus que jamais, cette discipline du silence est nécessaire, car tu vis à une époque où le bruit n'est pas seulement à l'extérieur, il s'est également installé en toi. Fais silence chaque jour, comme un acte de rébellion. Ce n'est pas simplement éteindre le portable ou arrêter de parler, c'est couper le flux de stimuli qui intoxiquent ton esprit. Commence par 1 minute, ferme les yeux, respire et affronte ce vide que tu crains tant. Tu découvriras combien c'est difficile. Ton esprit se désespère, cherche quelque chose pour se divertir, veut remplir le vide avec n'importe quoi. Et c'est là que commence la purification. Quand tu résistes à cette urgence, quand tu restes en silence, même si cela te met mal à l'aise, tu commences à retrouver ta clarté. Le silence est inconfortable parce qu'il te met face à ce que tu évites. Tes pensées refoulées apparaissent, tes émotions non résolues s'agitent, tes insécurités te parlent avec force. Ce qui apparaît est justement ce que tu as besoin de voir. La plupart des gens fuient vers le bruit parce qu'ils ne supportent pas leur propre écho intérieur. Toi, en revanche, si tu décides de rester, tu affronteras ton véritable ennemi, le chaos que tu portes en toi. Pratiquer le silence quotidien ne signifie pas abandonner tes responsabilités ni vivre comme un ermite. Cela signifie prendre quelques minutes de ta journée pour vider ton esprit, nettoyer le bruit et écouter l'essentiel. Cela peut être au réveil, avant de dormir, ou même au milieu de la journée. Éteins les distractions, éloigne-toi des gens pour un moment et reste avec toi-même. Ce moment devient un terrain d'entraînement pour ton esprit.
Tu apprends à résister à la nécessité constante de stimuli, à tolérer le vide et à trouver de la force en lui. Avec le temps, cette habitude transforme ta façon de vivre. N'oublie pas que le silence n'est pas une absence, c'est une présence. C'est la présence de toi avec toi-même. C'est la présence de clarté là où il y avait auparavant de la confusion. C'est la base qui soutient tes décisions, car seul celui qui s'écoute en silence sait vraiment ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Fais du silence un rituel quotidien, même s'il est bref. 5 minutes peuvent suffire pour réinitialiser ton esprit et nettoyer le bruit accumulé. Pense à ces minutes comme à une purification, comme l'eau qui emporte la poussière d'un long chemin. Et quand tu reviens au bruit inévitable du monde, tu porteras en toi un centre solide, un espace qui ne peut pas être contaminé. C'est la véritable discipline, ne pas craindre le silence, mais le chercher. Parce que celui qui parvient à être en paix avec le vide ne dépend plus du bruit pour se sentir vivant. Et cette maîtrise intérieure est l'une des armes les plus puissantes que tu peux cultiver. 4. Écris ce qui te pèse. Un guerrier ne va pas au combat avec un sac à dos rempli de pierres. Avant de se battre, il se débarrasse de ce qui le ralentit, car il sait que le poids inutile le condamne à perdre. Toi, en revanche, tu marches avec des charges invisibles tous les jours, des souvenirs qui ne se dissipent pas, des mots que tu n'as pas dits, des blessures que tu n'as pas exprimées. Ces pierres ne se voient pas, mais elles consomment ton énergie. Elles te privent de clarté, te volent ta présence, te maintiennent prisonnier d'un labyrinthe interne dont tu ne trouves pas la sortie. L'écriture devient alors ton arme secrète, l'acte de lâcher ce que tu ne peux plus porter. Le stoïcisme valorisait le pouvoir d'écrire. Marc Aurèle n'a pas laissé ses méditations pour qu'elles soient publiées. Il les a écrites pour nettoyer son esprit, pour ordonner ce qui le troublait et donner une direction à son esprit. Chaque mot inscrit sur le papier était un exercice de discipline intérieure. Et cette même pratique est disponible pour toi. Tu n'as pas besoin d'être écrivain ni de chercher la beauté dans les phrases. Tu as besoin d'une honnêteté brutale, car le papier est un témoin muet qui ne juge ni ne contredit. Écrire ce qui te pèse, c'est ouvrir une soupape de sécurité. Ce que tu ne dis pas s'accumule comme de la fumée dans une pièce fermée. Et peu à peu, elle t'étouffe. Lorsque tu le mets en mots, même de manière chaotique, tu crées une sortie. Cette feuille devient l'endroit où tu laisses ce que tu ne veux plus en toi. La colère contenue, la tristesse qui t'accompagne, les doutes qui te consument, tout peut être vidé en quelques lignes. Cela ne disparaît pas magiquement, mais cela change de place. Cela cesse d'habiter en toi pour occuper l'espace de l'encre et du papier. Fais-le avec discipline. Pas comme un exutoire occasionnel. Consacre quelques minutes chaque jour à écrire ce que tu ressens. Ne cherche pas à le faire parfaitement, cherche à le faire réellement. Si quelque chose t'a blessé, écris-le. Si quelqu'un t'a déçu, mets-le en mots. Si la peur te paralyse, décris-la. À la fin de chaque exercice, tu ressentiras un soulagement, comme si tu avais laissé tomber une partie de ce sac à dos invisible. Ce soulagement est une purification, un nettoyage émotionnel. De plus, l'écriture a un effet secondaire puissant. Elle te montre ce que tu nierais autrement. Lorsque tu relis tes mots, tu découvres des modèles, des obsessions, des insécurités qui se répètent. Tu vois clairement comment ton esprit insiste pour tourner autour des mêmes thèmes, comment ta douleur est liée aux mêmes erreurs, comment ta colère pointe toujours dans la même direction. Cette prise de conscience est un cadeau. Elle te donne la possibilité d'arrêter de fuir ce qui te pèse et de commencer à l'affronter directement. Imagine que chaque feuille écrite est comme jeter une pierre dans la rivière. Une après l'autre, les charges commencent à se détacher et l'eau recommence à couler sans blocage. Cela ne signifie pas que ta vie devient parfaite, mais cela signifie que tu ne marches plus en traînant des poids qui ne te correspondent pas. Tu deviens plus léger, plus clair, plus maître de ton énergie. Ne sous-estime pas cette pratique par sa simplicité.
Le monde est plein de personnes qui taisent ce qu'elles devraient exprimer, qui se brisent en silence parce qu'elles n'ont jamais trouvé un espace sûr pour lâcher ce qu'elles portaient. Le papier peut être cet espace. Il ne te trahira pas, il ne te demandera pas d'explication, il n'utilisera pas tes confessions contre toi. Il recevra simplement ce que tu lui donnes et le transformera en clarté. Fais de l'écriture une habitude, même si elle est brève. Une page par jour peut faire la différence entre rester coincé dans tes charges ou commencer à te libérer d'elles. Écris ce qui te pèse, transforme-le en mots et puis laisse-le partir. Cet acte simple peut te sauver de années de répression et de confusion. Parce qu'un guerrier ne gagne pas par la force brute. 5. Accepte tout avec amour. Le feu ne se plaint pas de ce qu'il consume. Il brûle avec la même intensité face à un tronc sec qu'à une branche humide. Il ne distingue pas entre ce qui est facile et ce qui est difficile. Il transforme simplement tout en chaleur et en lumière. C'est ainsi que tu devrais affronter ta vie, en acceptant chaque circonstance, agréable ou douloureuse, comme une partie du matériel qui alimente ta force. C'est l'amor fati, l'amour du destin, l'art d'embrasser non seulement ce que tu aimes, mais aussi ce qui te blesse, parce que tu comprends que tout a une place dans ta formation. L'erreur commune est de résister à ce qui ne peut pas être changé. Tu te plains de ce qui s'est passé, tu maudis ce qui est devant toi, tu perds de l'énergie à souhaiter que la réalité soit différente. Cette lutte est inutile, car rien de l'extérieur n'obéit à tes désirs. La souffrance ne vient pas de l'événement lui-même, mais de la résistance. Quand tu refuses d'accepter, tu deviens l'esclave de ce qui s'est déjà passé. Le stoïcisme enseigne que le véritable pouvoir réside dans la transformation de chaque coup en enseignement, chaque chute en élan, chaque blessure en cicatrice qui te rappelle de quoi tu es fait. Accepter avec amor fati ne signifie pas te résigner. Se résigner, c'est baisser la tête et supporter sans sens. Accepter, c'est lever les yeux et dire « Cela m'appartient aussi, cela fait aussi partie de mon histoire ». C'est prendre l'adversité comme un entraînement, comme le poids qui renforce le muscle. Marc Aurèle voyait chaque difficulté comme une opportunité d'exercer la vertu. Le feu consume tout et le transforme en son essence. Tu dois faire de même. Rien n'est superflu, rien n'est gaspillé, tout peut être transformé. Pense aux épreuves que tu as affrontées. Peut-être une trahison, une perte, une maladie. Ce sont peut-être des moments qui t'ont détruit sur le moment, mais si tu regardes en arrière, tu remarqueras que ces expériences t'ont aussi façonné. Elles t'ont donné une clarté que tu n'avais pas auparavant. Elles t'ont forcé à grandir. Elles t'ont appris à lâcher prise sur ce que tu ne contrôles pas. C'est l'amor fati en action. Regardez ton passé sans haine. Regardez ton présent sans plainte. Regardez ton futur sans peur. Le pratiquer est un défi quotidien. Quand quelque chose ne se passe pas comme tu l'espères, au lieu de tomber dans la frustration, dis-toi « Cela fait aussi partie de mon chemin ». Quand quelqu'un te déçoit, au lieu de t'empoisonner avec du ressentiment, rappelle-toi que même cette personne est devenue ton enseignant. Quand la vie te prend ce que tu aimes, même si ça fait mal, comprends qu'il y a aussi dans ce vide un espace pour construire une nouvelle force. L'amor fati ne supprime pas la douleur. Il la transforme en matériau pour ta grandeur. Fais de cette idée une habitude mentale. Chaque fois que l'adversité se présente, répète « Je l'aime parce que c'est à moi ». Je l'accepte parce que c'est une partie de mon destin. Cette phrase n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Cela signifie qu'il n'y a rien qui puisse te briser, parce que tout ce qui arrive, tu l'absorbes, tu l'intègres et tu le transformes en partie de toi. Tu deviens comme le feu que rien n'éteint, comme la rivière qui ne s'arrête jamais, comme le rocher qui résiste au siècle. L'amor fati est une liberté absolue. Celui qui le pratique ne craint pas demain. Parce qu'il sait que ce qui viendra fera partie de son histoire. Il ne vit pas piégé dans la nostalgie, parce qu'il comprend que ce qui est perdu a aussi rempli sa fonction. Il ne maudit pas ses épreuves, parce qu'il sait qu'elles ont forgé son tempérament. Il vit avec fermeté, avec gratitude et avec une acceptation radicale. C'est la voie stoïcienne.
Ne pas fuir la vie, ne pas se battre contre l'inévitable, mais aimer tout. Parce que tant que tu continues à rejeter ce qui se passe, tu seras l'esclave de la frustration. Mais quand tu décides d'accepter avec amor fati, tu découvriras que tout. 6. Écoute ton corps. Un exemple, le cheval fort peut parcourir de grandes distances, mais si son cavalier l'ignore, le force à courir sans repos, le charge avec plus de poids qu'il ne peut supporter, tôt ou tard, il tombera épuisé au milieu du chemin. Ce cheval est ton corps. Tu l'exiges, tu l'exploites, tu le remplis de tension et silencieusement tu le forces à porter tout ce que ton esprit ne sait pas gérer. Tu penses que tu peux l'ignorer parce qu'il continue à fonctionner, mais le corps finit toujours par passer l'addition. Et quand il le fait, il ne pose pas de questions, il arrête simplement ta progression. Le stoïcisme ne séparait pas le corps de l'âme. Pour eux, la force physique et la clarté mentale étaient deux faces de la même pièce. Un esprit discipliné ne peut pas habiter dans un corps négligé. Sénèque rappelait que la tempérance s'exerce aussi dans la façon dont tu traites ton corps, car la santé fait partie de ton devoir envers toi-même. Il ne s'agit pas de culte de l'apparence ni d'obsession superficielle. Il s'agit d'écouter les signaux que le corps envoie et de répondre avec respect. Chaque émotion que tu n'affrontes pas trouve son moyen de se manifester physiquement. L'anxiété serre la poitrine, la tristesse alourdit les épaules, la colère durcit la mâchoire, la peur s'installe dans l'estomac. Le corps devient la carte de ce que ton esprit tait. L'écouter, c'est apprendre à lire ces signaux et ne plus les réprimer. Car ce que tu n'exprimes pas en mots, tu le cries avec des douleurs. Ce que tu ne lâches pas en pensée, tu le portes dans des muscles tendus. Écouter ton corps signifie lui prêter attention au quotidien. Remarquer comment ta respiration change lorsque tu es perturbé, comment ton cœur s'accélère face à un problème, comment tes mains se contractent lorsque tu ressens de la colère. Cela signifie t'arrêter et respirer profondément lorsque la tension apparaît, ne pas continuer à courir comme si de rien n'était. C'est te donner de l'espace pour bouger, t'étirer, t'exercer, car le corps a besoin de mouvement pour libérer l'énergie qu'il accumule. Ne confonds pas ce conseil avec la faiblesse. Prendre soin de ton corps n'est pas te complaire excessivement, ni vivre dans un confort éternel. L'écouter est une discipline, car il faut de la volonté pour s'arrêter, pour se reposer, pour te nourrir de ce qui te nourrit vraiment, au lieu de t'anesthésier avec des excès. Il faut du courage pour reconnaître que tu es épuisé et que tu as besoin de faire une pause, au lieu de masquer ta fatigue avec plus de café ou plus de distraction. Celui qui ignore son corps vit de manière inconsciente. Celui qui l'écoute apprend à garder la machine bien réglée pour résister. Fais de l'entretien corporel une habitude stoïcienne. Consacre quelques minutes par jour à observer ta respiration. Remarque si tu es tendu au réveil. Demande-toi quelles émotions tu ressens dans chaque partie de ton corps et laisse-les sortir par le mouvement. Marche, fais de l'exercice, relâche la rigidité. Même dans le calme, apprends à écouter. Le corps est un messager constant. Et lorsque tu l'ignores, tu finis par perdre de la clarté non seulement physique, mais aussi mentale. Avec le temps, tu découvriras que ton corps peut être ton meilleur allié. Il te prévient avant que tu n'exploses émotionnellement. Il t'alerte lorsque tu portes plus que tu ne devrais. Il te montre la connexion entre ce que tu penses et ce que tu ressens. Tu apprendras à t'arrêter avant que le stress ne se transforme en maladie. Avant que la tension ne devienne chronique, avant que le silence émotionnel ne se transforme en douleur physique. Celui qui écoute son corps n'est pas faible, il est sage, parce qu'il comprend que la véritable force ne consiste pas à ignorer les signaux, mais à les honorer pour continuer à avancer avec résistance et avec un véritable pouvoir. 7. Protège ton énergie. Imagine une lampe allumée au milieu de la nuit. Peu importe la puissance de son ampoule, si tu laisses les fenêtres ouvertes et que le vent souffle fort, la flamme finira par s'éteindre. Il en va de même pour toi. Tu peux avoir de la volonté, des projets, du talent et de grands rêves, mais si tu ne fermes pas les portes par lesquelles ta force s'échappe, tôt ou tard, tu finiras éteint, épuisé et sans clarté pour ce qui compte vraiment.
L'erreur est de vivre en croyant que l'énergie est inépuisable. La plupart des gens se livrent à des discussions absurdes, absorbent les plaintes des autres, consomment du contenu vide pendant des heures et se demandent ensuite pourquoi ils n'ont pas de force pour l'essentiel. La réponse est simple. Chaque chose que tu laisses entrer dans ta vie a un coût, et ce coût est toujours payé avec ton énergie. Le stoïcisme avait bien compris ce principe. Marc Aurèle écrivait que l'esprit doit rester libre de ce qui n'apporte pas de valeur, car ce qui nourrit ta pensée détermine la qualité de ta vie. Si tu permets à tout et à tous d'avoir accès à toi, ton énergie se dilue dans des milliers de directions. La protéger ne signifie pas devenir froid ou mépriser le monde. Cela signifie choisir fermement à quoi tu prêtes attention et à quoi tu la refuses. C'est de la discipline. Celui qui ne prend pas soin de son énergie finit par être l'esclave de l'épuisement, vit en réagissant à l'extérieur et n'a jamais de force pour ce qu'il veut vraiment construire. La pratique commence par l'honnêteté. Demande-toi, cette personne me renforce-t-elle ou me tire-t-elle vers le bas avec sa négativité? Cette conversation m'apporte-t-elle de la clarté ou me remplit-elle de bruit? Cette activité me rapproche-t-elle de ce que je cherche ou ne fait-elle que voler mon temps? Répondre honnêtement peut te mettre mal à l'aise, car beaucoup de choses que tu fais au quotidien sont des fuites silencieuses. Mais si tu n'agis pas, tu continueras à gaspiller ta vitalité sur ce qui ne le mérite pas. La clarté commence par le courage de reconnaître ce qui te draine. Poser des limites est la clé. Il ne s'agit pas de crier ou de donner des explications théâtrales. Les limites commencent en toi et s'expriment par des actes concrets. Parfois, c'est garder le silence face à une provocation. D'autres fois, c'est éteindre le téléphone pour ne pas être l'esclave des notifications. D'autres fois, c'est annuler un engagement vide et te consacrer à ce qui compte vraiment pour toi. Chaque fois que tu décides « je ne vais pas dépenser mon énergie pour ça », tu renforces ton caractère. Chaque limite est un mur invisible qui protège ta paix. Avec le temps, tu verras comment tout change. Tu ne seras plus disponible pour chaque drame étranger. Tu ne te sentiras plus utilisé par ceux qui cherchent seulement à décharger leur frustration sur toi. Tu ne termineras plus tes journées avec le sentiment d'être vide sans avoir fait quelque chose de significatif. Tu retrouveras ton focus, tu retrouveras ta force et le plus important, tu retrouveras le respect de toi-même. Celui qui protège son énergie projette de la fermeté, transmet de la clarté et devient quelqu'un de difficile à manipuler. Le monde respecte celui qui se respecte. Celui qui protège son énergie devient maître de son destin. Celui qui ne le fait pas finit par s'éteindre dans l'obscurité, épuisé par les autres.